souvent, quand on fait goûter un aliment à un enfant, on dit mais si, tu vas aimer, tu vas voir, c'est délicieux, en plus c'est bon pour la santé. Mais non, ça s'apprend et il y a des stratégies qui sont très longues, il y en a d'autres plus courtes. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, comme vous le savez, la santé commence par l'assiette et l'assiette de vos enfants. Ce matin, on va en parler avec mon invité Audrey Zucchi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez coécrit La fin des haricots chez Marabout en collaboration avec le docteur Jérémy Lafrère du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Et comme le dit le proverbe, légumes un jour, légumes toujours. Mais absolument, le proverbe dit tout juste. Bien, est-ce qu'il y a des légumes que vous détestiez enfant et que vous mangez aujourd'hui ? Ah bah oui, vous avez des souvenirs, comme tous les enfants. Bah, le poireau, le chou-fleur, le chou rouge. Oui, certains, oui, absolument. Mais ça me semble normal. D'ailleurs, même, voilà, ça fonctionne avec de nombreux aliments. Les premières fois où on goûte, on n'aime pas toujours forcément. La première fois où on a goûté un café, c'est un peu amer, on a envie d'aimer, mais on n'aime pas forcément. Et après tout, voilà, ça fait partie de l'apprentissage et ça se passe exactement de la même manière pour les enfants. Ah oui, parce que l'éducation des enfants passe aussi par l'éducation alimentaire. Oui, c'est cela, oui, l'éducation alimentaire. On considère en fait que souvent, quand on fait goûter un aliment à un enfant, on dit mais si, tu vas aimer, tu vas voir, c'est délicieux, en plus c'est bon pour la santé. Mais non, ça s'apprend et il y a des stratégies qui sont très longues, il y en a d'autres plus courtes. Mais tout comme il s'agit de, je sais pas moi, quand on apprend à marcher, il va falloir 1 an pour marcher, alors que dans plein d'autres espèces animales, dès qu'on naît, on marche. Et c'est exactement pareil pour les humains, c'est-à-dire que comme on est omnivore, c'est un comportement très spécifique. Omnivore, ça veut dire qu'on mange de tout. On doit manger de tout c'est ça. Pour être en pleine forme. Alors que par exemple, je sais pas moi, les koalas, ils ne mangent que les petites feuilles vertes tout en haut des arbres. Ils ne mangent que ça, donc ils ne se posent pas de questions. Nous, on doit pouvoir manger de tout et avoir une grande diversité alimentaire. Et c'est là où en fait, ça se complique, notamment pour nos enfants, parce qu'on doit faire connaissance avec tous les aliments pour pouvoir les apprécier. En fait, le sujet, c'est presque plus manger équilibré, ça s'apprend. Parce qu'aujourd'hui, les enfants peuvent manger de tout, mais ils mangent ce qu'on appelle la junk food, vraiment ce qu'on appelle les calories vides. Alors, ils mangent beaucoup de calories vides, beaucoup trop d'ailleurs, mais en fait, manger équilibré, quand on le dit, c'est-à-dire que c'est presque déjà un peu ennuyeux. En fait, on peut quand même prendre énormément de plaisir à manger des fruits, des légumes, des aliments bruts, des recettes, ceci étant dit qu'elles soient simples ou élaborées et qu'elles soient saines, mais vraiment, c'est le plaisir avant tout. Manger, c'est d'abord du plaisir. D'ailleurs, la seule règle qui convienne avec les enfants, c'est que les enfants aiment ce qu'ils connaissent et ils mangent ce qu'ils aiment. Donc, il faut qu'on apprenne à leur faire connaître et déjà, donc aimer les bons aliments. Alors, il y a énormément d'études dans votre livre. D'ailleurs, vous vous appuyez sur les dernières études qui concernent l'alimentation. Une étude de 2013 a montré que des enfants de maternelle pouvaient déjà assimiler les principes fondamentaux de la nutrition. Alors, vous parlez d'ennui. Qu'est-ce qu'on devrait dire ? Parce qu'un enfant, ça pose des questions. Et si un enfant dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on mange ? À quoi ça sert de manger ? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre pour justement que ça lui soit utile ? Justement, déjà, ne serait-ce que se poser la question, c'est formidable. Aujourd'hui, l'alimentation, elle est tellement partout et tout le temps qu'en fait, on oublie pourquoi est-ce qu'on mange. On mange par gourmandise, on mange quelquefois même sans y penser ou par habitude. Donc, se reposer ces questions-là, c'est très important, même aussi en tant que parent. Manger, ça répond à 5 grandes questions. Grandir, être bien dans sa tête et dans son corps, développer ses capacités cérébrales, développer son immunité et avoir de l'énergie. Mais du coup, en fait, quand si on répond à un enfant, on va peut-être le perdre. Là. En revanche, on est bien d'accord. En revanche, ce qu'on peut expliquer aux enfants, c'est de leur dire, voilà, cet aliment-là, quand tu vas le manger, il va y avoir plein de petites particules et ces particules, elles sont différentes d'un aliment à un autre. Et par exemple, celles-ci, elles vont aller dans ton corps spécifiquement pour aller faire en sorte que tu grandisses et que tes os ils s'allongent. Ou alors ils vont aller dans tes muscles pour te donner de la force. Ou alors ils vont aller dans ton cerveau pour t'aider à réfléchir encore plus vite. Et ça, ils sont capables de le comprendre dès la maternelle. Et ça les aide surtout à identifier les bons aliments. Donc ça, parce qu'effectivement, ils mettent un sens sur ce qu'ils font. Exactement. Ils ont besoin de sens pour tout, mais ça marche pour se laver les dents. Pourquoi est-ce qu'on se lave les dents ? Parce qu'en fait, il y a des tas de raisons, et à partir du moment où on expose les raisons à des enfants, ils sont extrêmement intelligents, et ça permet de faire adopter des comportements qui sont positifs. Les légumes figurent parmi les aliments les plus détestés par les enfants. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi ils sont détestés ?
Oui, on sait pourquoi ils sont détestés. Ils sont détestés pour 2 raisons. La première d'entre elles, c'est une raison organoleptique liée au sens, c'est-à-dire qu'en fait, les légumes, souvent, ont une saveur amère. Et donc, l'amertume, en fait, on est fait pour se méfier de l'amertume parce que souvent, les aliments dans la nature qui sont amers sont des aliments qui pourraient être considérés comme des toxiques ou comme des poisons pour notre organisme. Donc, c'est un héritage, en fait. C'est un héritage, absolument. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que manger ou ne pas manger, ça a toujours été la question de tout temps. Donc, en fait, c'est pas tant qu'ils n'aiment pas les légumes, c'est qu'en fait, à l'époque où le seul garde-manger disponible était la nature, il fallait avoir un peu de courage pour dire, bon, alors cette petite baie rouge là-bas, tu la croques toi ou j'y vais moi? Parce qu'on ne savait jamais trop ce que ça allait faire. C'est-à-dire que soit elle était super bonne, et donc génial, tout le monde s'en régalait, mais au pire, elle pouvait générer 2-3 désagréments ou carrément, en fait, nous empoisonner et causer la mort. Donc, face à un aliment nouveau, qui plus est issu de la nature, on a tendance à se méfier les premières fois qu'on le voit. Parce que par exemple, un aliment, et c'est absolument dingue, mais qui est déjà façonné, fabriqué, donc un aliment industriel, l'être humain le reconnaît immédiatement comme un aliment qui a été transformé par la main de l'homme et donc qui ne peut pas être mauvais. Donc, un aliment naturel, ce sont des études... Moi, C'est-à-dire qu'un bébé, il voit un petit pot, qui est le summum de la transformation, comme le petit pot... Oui. Le petit pot pour bébé. Hein, le petit pot pour bébé. Ouais, donc il comprend que c'est transformé, donc et qu'il peut manger sans risque. Alors, à l'âge du bébé, il ne me semble pas que les études partagent à un âge si précoce, mais néanmoins, effectivement, le fait d'être dans la nature, enfin en tout cas d'avoir un aliment brut et naturel, on aura plus tendance à s'en méfier comme étant quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, je ne sais pas si vous partez dans un pays exotique, lointain, que vous ne connaissez pas du tout, il n'est pas dit que vous goûtiez tous les fruits que vous rencontriez sur un petit chemin de randonnée. Donc, sur un chemin de randonnée, non, mais sur un étal, ouais. Sur un étal, oui, on est d'accord. Mais donc là aussi, en fait, on a bien, c'est aussi le filtre de l'humain qui intervient. Pour les parents qui s'inquiéteraient, et alors là, par contre, les chercheurs sont d'accord, beaucoup de parents s'inquiètent parce que leurs enfants ont des rejets alimentaires. Et donc là, il est prouvé, et les études montrent que tous les enfants souffrent de rejet alimentaire. Ça, c'est 100%. Oui, la totalité, oui. Alors, d'une manière plus ou moins longue, plus ou moins forte, mais effectivement, tous souffrent de rejet alimentaire à partir de l'âge de 2 ans, et c'est une tendance qui connaît un pic aux alentours des 6 ans. Donc, surtout, parents, rassurez-vous, parce que moi, quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais vraiment hyper étonnée. C'est-à-dire que vous pensez qu'il n'y avait que vos enfants qui, juste pour vous contrarier, parce qu'ils voulaient être affreux avec vous, qui rejetaient le brocoli. Oui, tout à fait, même si j'ai une panel d'omnivores très différents à la maison, mais en fait, toute la journée, on entend quand même le plan national nutrition et santé nous dire manger 5 fruits et légumes par jour, et nous, en tant que parents, on dit oui, bon, bah alors on essaye sous toutes les formes, et en fait, non, ce n'est pas si simple que ça, et effectivement, la science nous dit, bah oui, c'est normal que vous ne trouviez pas ça simple, parce que c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait la différence? Alors, je vous disais qu'on allait parler de mots difficiles, mais moi, c'est un mot que j'ai appris. Comment est-ce qu'on fait la différence entre un enfant qui est néophobe ou sélectif? Alors, un enfant néophobe alimentaire, c'est quoi? Alors, ça va être très simple. Un enfant néophobe alimentaire, c'est un enfant qui rejette l'aliment à sa seule vue. Vous lui proposez un nouvel aliment, il dit hors de question, limite je ne veux pas le regarder, je ne veux pas le toucher, en tout cas je ne voudrais pas le mettre en bouche. C'est clair que non. Alors que l'enfant sélectif est un petit peu plus souple et il accepte de goûter, et ensuite il va vous dire non, j'aime pas, ou alors il va le mâchouiller très très longuement, ou peut-être qu'il va l'aimer le lundi mais ne pas l'aimer le mardi. Voilà, c'est plus. Donc lui, il est sélectif, il fait le tri. Il est sélectif, il fait le tri, et où, en tout cas, il a moins un rejet immédiat et évident. Donc, c'est vrai aussi que les stratégies sont un petit peu plus simples à mettre en œuvre que par rapport à l'enfant qui est vraiment néophobe. L'enfant néophobe, ceci étant dit, il y a aussi beaucoup de stratégies à mettre en œuvre, notamment celle de la connaissance des aliments. On revient à ce qu'on disait précédemment. Alors, il faut combien de tentatives? Parce que on a évalué le nombre de tentatives qu'il fallait pour qu'un enfant s'approprie un aliment. Il faut lui représenter combien de fois? Au moins une quinzaine de fois, je disais. Donc ça veut dire qu'il faut quand même répéter. En fait, il y a des fenêtres de tir aussi qui sont plus simples que d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à 2 ans, vraiment, allez-y, faites goûter un maximum de choses, un maximum de saveurs, un maximum de textures. Plus vous ferez ça, et plus vous ferez en sorte que votre enfant soit un mangeur facile, entre guillemets, ou aventureux par rapport au goût.
Mais ensuite, effectivement, quand les enfants ne veulent vraiment pas goûter, il y a néanmoins beaucoup de techniques. On peut jouer, d'abord on peut les emmener faire d'autres activités avec les fruits et les légumes, aller en course, les cuisiner, les toucher, les regarder, les sentir une loupe, voilà, les transformer de multiples manières. On n'est pas obligé de goûter tout de suite. Il faut surtout apprivoiser, montrer des variétés différentes, montrer comment ça pousse. Le cycle de la vie là-dedans est aussi très important, avant d'arriver justement à la mise en bouche. Et après, pour la mise en bouche, là aussi, il y a un certain nombre de conseils, mais qui sont valables, ceci étant dit, pour tous les enfants. Alors, on explique aux parents que votre livre est aussi un livre de stratégie, pour que les enfants s'approprient un maximum de légumes sans les leur imposer. Parce que ça marche pas avec les enfants. Imposer, mange, sinon tu n'auras pas de dessert. C'est même contre-productif. C'est-à-dire que pour le coup, avoir des repas qui deviennent tendus, on oblige l'enfant à manger, ou on fait jouer des récompenses. Si tu manges ton assiette, si tu la termines, si tu manges encore 3 cuillères, si c'est pour faire plaisir à papa, maman, ou tata, je sais pas qui. Ça marche. Eh ben, ça peut marcher, sauf qu'en fait, à long terme, c'est contre-productif. C'est-à-dire que l'enfant est tout à fait capable d'avaler, presque sans mâcher, dans l'objectif d'avoir la récompense ou de ne plus être dans le conflit. Sauf que à long terme, quand vous le lâcherez plus tard et qu'il volera de ses propres ailes, il est possible que ce soit un comportement qui se retourne contre lui. Et je pense qu'en tant que parent, on veut tout sauf ça. Donc il vaut mieux s'armer de patience, de compréhension, pour pouvoir effectivement mettre en place des comportements alimentaires qui soient sains sur la durée. Voilà, avec mon invité Audrey Zucchi qui publie La fin des haricots chez Marabout. Vous l'avez écrit avec le docteur Jérémy Lafrère qui lui fait partie du centre Paul Bocuse, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. C'est un centre d'innovation sur la recherche en alimentation et Jérémy Lafrère est plus particulièrement spécialisé dans l'impact neurocognitif de l'alimentation. Bien. Vous êtes très inspiré aussi des méthodes... comment on appelle ça déjà Montessori. Oui. C'est ça ? Oui, tout à fait, oui. J'avais un truc de mémoire. Je me disais, tiens, comment elle s'appelle ? Parce que je pensais à son prénom. Comment elle s'appelle ? Maria, voilà. Maria Montessori. Alors, il y a une question centrale dans votre livre, c'est pourquoi tant d'enfants mangent-ils si peu les aliments dont ils ont besoin, tandis qu'un nombre croissant d'entre eux mangent en excès ce dont ils n'ont pas besoin. Oui. Et aujourd'hui, les parents ont du mal à s'y retrouver. Alors, qu'est-ce que vous appelez les aliments dont ils n'ont pas besoin ? Les aliments dont ils n'ont pas besoin, ce sont des aliments très transformés, voire ultra transformés, c'est-à-dire des aliments industriels. Ce qu'on appelle les AUT. Les AUT, oui, absolument. Vous googlez parce que vous verrez, c'est passionnant cette histoire-là. Donc ce sont des aliments dont on a changé la matrice et qui du coup, c'est-à-dire que par exemple, sont des aliments qu'on ne pourrait pas reproduire à la maison. Je sais pas moi, vos céréales du petit déjeuner, en fait, vous n'y arriveriez pas. Que les enfants adorent. En fonction de certains gâteaux industriels, effectivement, vous ne pourriez pas les refaire parce que quand vous regardez la liste des ingrédients au dos, en réalité, il y a des choses dont vous ignorez même à quoi ça peut bien ressembler dans la vraie vie. Et donc, en fait, ces aliments ultra transformés sont extrêmement nocifs sur l'organisme puisqu'ils sont pleins de produits chimiques et qu'en général, ils impactent très fortement leur glycémie. Ce qui veut dire que d'un seul coup, ils vont avoir des espèces de moments d'excitation extrêmement forts et puis que derrière, c'est la chute assurée, c'est-à-dire que 2 heures, 3 heures après, pouf, une chute de glycémie et où là, ils vont être tout mous, voire après encore peut-être un petit peu agressifs. Donc voilà, ça peut avoir des répercussions extrêmement fortes sur leur comportement, sur leurs apprentissages. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est composé. Alors en France, on a toujours l'impression d'être très protégé par rapport à ça, parce que dans notre pays où la gastronomie est nous-mêmes. Oui. Sauf que par exemple, l'INRAV vient de sortir une étude où en moyenne, 70% de l'alimentation d'un enfant est composée d'aliments industriels. Et on le comprend en fait, c'est-à-dire que dans la vie des parents qui travaillent, qui sont très occupés, etc., en réalité, le matin, vous sortez un paquet de cornflakes, des gâteaux d'un paquet, du jus de fruits. Ces merveilleuses compotes, vous savez, compotes. Voilà. Compotes qui sont tellement liquides en fait qu'on en prend vite. Qu'on redonne 2 ou 3. à goûter en plus, parce que c'est tellement pratique. C'est exactement In the ça. pocket, ouais.
À 4 heures, c'est exactement la même chose. Et puis le soir, si vous rentrez un peu tard, entre le bain, les devoirs et tout ce qu'on a à faire, c'est aussi plus facile pour les parents de sortir des aliments tout prêts. Donc je les blâme pas parce que c'est effectivement très compliqué. En revanche, il faut vraiment prendre l'habitude d'arriver à cuisiner des aliments qui sont bruts, des fruits et des légumes, et le faire soi-même. C'est le seul moyen d'arriver à sortir de ces aliments qui sont pleins d'additifs, pleins d'exhausteurs de goût. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on va consommer ce genre d'aliments, malheureusement, et moins on va cuisiner, parce qu'on y trouve de la praticité, mais aussi plus notre goût s'habitue à ça. Donc ça devient toujours plus difficile de revenir aimer le goût subtil des fruits et des légumes. Parce que là, en fait, vous avez toujours en bouche une espèce d'explosion de sel, de sucre, de gras, de saveurs, d'additifs, d'exhausteurs de goût, qui fait que du coup, revenir à des choses normales, c'est plus si simple. Un enfant peut comparer la compote qu'il mange, qu'il mange toute prête, et la compote que vous lui faites, il va peut-être la trouver moins rock'n'roll. C'est pas dit. La compote, c'est pas le plus difficile. Mais effectivement, il y a des choses en fait dont on s'aperçoit qu'elles sont aussi meilleures faites maison. Le cordon bleu, la compote sont typiquement des choses, quand on les fait maison avec des bons ingrédients, en fait, c'est pas mal. Après, ce qui est plus difficile, effectivement, c'est pour les légumes. La néophobie alimentaire dont on parlait tout à l'heure, attention, c'est pas un caprice. Faut pas la confondre avec un caprice. Souvent, les parents disent oui, il fait un caprice, il n'en mange pas. Surtout pas. En fait, même vous d'ailleurs, en tant qu'adulte, il y a des aliments que vous n'aimez pas. Pas un caprice pour autant. Vous n'aimez pas, ça s'explique pour des tas de choses. Vous n'aimez pas la texture, vous n'aimez pas le goût. Peut-être que ça a été rattaché à un mauvais souvenir, peut-être. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que effectivement, si si tout comme votre enfant, en fait, vous essayez de le goûter, le regoûter, le re-regoûter, il y a un moment où en fait vous allez aimer, parce que notre cerveau est fait pour ça. À moins que ce soit une intolérance alimentaire, où là pour le coup en fait votre corps vous dit ne mange pas ça, ça ne te fait pas du bien, ça ne changera pas. Mais sinon, oui, c'est possible. Et par exemple, les chercheurs sont même allés assez loin sur la question. Ils ont fait goûter des poivrons tous les jours à des enfants. Alors en général, effectivement, comme on se le disait tout à l'heure, il a fallu entre 8-15 jours maximum pour arriver à faire apprécier les enfants. Il y avait néanmoins un petit récalcitrant au bout de 27 jours. Alors je ne sais pas si c'était de guerre lasse, mais en tout cas il a dit oui, j'aime le poivron. Donc voilà, il faut recommencer. Je pense qu'il fallait lui donner sous forme de fel-fel. C'est possible. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une vraie stratégie. Une bonne salade ou voilà. Non, mais c'est vrai que le poivron, comme ça, quand on n'est pas habitué, c'est raide quand même pour des adultes. C'est vrai, on est d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut changer souvent, en fait, la manière. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous faites découvrir un nouvel aliment, il faut faire une préparation qui soit simple, où l'aliment soit reconnaissable. Laissez tomber les images vues sur Instagram avec des espèces d'assiettes ultra jolies qui recomposent des animaux, des trucs comme ça. Pas possible. Faites quelque chose de simple. Des carottes, c'est en rondelles. Ok, ça va très bien comme ça. Les premières fois, très simple. Mais proposez-les plusieurs fois dans la semaine. Et puis ensuite, vous allez changer la couleur, la variété, vous allez les tailler en bâtonnets, vous allez les faire à la poêle, à la vapeur, en soupe, en gratin. Mais changez. Les fruits et les légumes de saison, c'est fait pour ça. Donc, vous n'avez la diversité alimentaire, elle n'est pas non plus gigantesque sur les étals de nos supermarchés ou des marchés. D'ailleurs, alors vraiment, contentons-nous de ce que la nature nous offre au bon moment et essayons de cuisiner cela sous diverses manières. Alors, les enfants peuvent transférer certains des a priori qu'ils ont à leurs enfants. S'ils partent du principe qu'il ne va pas aimer, il y a de fortes chances pour que l'enfant n'aime pas. Mais ça arrive, ça, beaucoup. Donc, de toute façon, je lui en fais pas parce qu'il ne va pas aimer. On fait ça tout le temps, hein. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la manière dont nous-mêmes on présente les aliments à nos enfants, en fait, on a une manière complètement biaisée de le faire, mais on ne s'en rend pas compte. Quand vous donnez un bonbon à un enfant... Donc, on part du principe qu'il va aimer ça. Et en plus, on en rajoute des caisses. On le donne en récompense, on le donne dans des moments de fête, on le donne en faisant des grands sourires, en faisant « tu vas adorer ». Ok, faites la même chose avec des courgettes. Peut-être que ça peut marcher. Si le soir... Est-ce que vous avez essayé ou pas ? Parce que... pour le coup, par exemple, oui, dans les stratégies qui sont rigolotes, le fait de dire le vendredi soir, on fait une sorte d'apéro dînatoire où on peut piocher avec les doigts des tas de petites préparations, des concombres et des carottes en bâtonnets qu'on va trempouiller dans du houmous, dans de la tapenade, des fleurettes de brocoli ou de chou-fleur qui sont juste là posées avec de la mayonnaise ou de la petite sauce au curry. En fait, tout ça fonctionne hyper bien, c'est drôle, voilà, les
les enfants ils prennent du plaisir, les adultes sont tous aussi dans un moment en fait de convivialité intéressant et où en réalité ça fonctionne hyper bien. Mais si on part du principe qu'ils n'aiment pas, donc ils vont pas aimer. Il y a de fortes chances pour qu'ils n'aiment pas. À chaque fois qu'on leur présente des légumes, on y va nous-mêmes un petit peu sur la pointe des pieds. Tu vas voir, c'est très bon pour la santé. Bon pour la santé, on peut pas dire bon tout court. C'est délicieux, il y a des tas de choses en fait, justement dans le renouvellement des saisons, là on est trop content de regoûter les premières asperges, les premières fraises, et ça c'est un ravissement, et donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on leur apprenne. Il y a des parents qui vous disent, de toute façon, lui il mange que ce qu'il aime. Eh bien... Comme si les enfants, finalement, décidaient de ce qui était bon pour eux, de ce qu'ils devaient manger. Il y a quand même des familles qui partent du principe que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Il faut pas baisser les bras. Parce et il y a pas de plan B, hein. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Et puis alors attention, parce qu'au bout d'un moment, il y a aussi, dans les études que j'ai pu regarder, il y a évidemment beaucoup de familles qui sont passées à la loupe. C'est toujours très intéressant pour les parents, en fait, que de passer l'œil dans le trou de la serrure des voisins pour regarder comment est-ce qu'eux, ils s'en sortent. Et notamment, il y a quand même des familles chez qui ça devient un vrai problème. Où on se retrouve avec du poisson pané au petit-déj, ou à proposer autant de menus que d'individus autour d'une table. Donc ça c'est quand même un problème. Donc il faut quand même absolument revenir aussi aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est qu'un repas ? Un repas, c'est un moment qu'on passe ensemble, c'est un moment dans lequel on va échanger, c'est un moment où on mange tous la même chose, et où du coup ça aussi c'est important de le dire aux enfants. De la même manière, il y a aussi le fait oui, mais on mange tous la même chose. Oui. C'est ça qu'il faut se dire. C'est très important, oui, c'est la base. C'est la base parce que c'est des comportements qu'on retrouve, ceci étant dit, chez les singes. C'est-à-dire que les bébés singes, ils mangent exactement la même chose que leurs parents. Et nous, en fait, on s'aperçoit que ce mimétisme alimentaire, il est très important. Si à votre enfant, vous lui dites « Tiens, mange ça, j'ai préparé ça pour toi » et que vous mangez complètement autre chose, il aura beaucoup de réticence à y goûter. D'ailleurs, c'est aussi une recommandation qui a été faite au niveau des cantines. Dans les cantines, les enfants, ils mangent souvent toute la part qui est accordée aux féculents et au laitage. Le yaourt, le pain, les pâtes ou le riz, les aliments neutres, mais très peu les légumes. Ils sont aperçus que si on faisait à la cantine des tablés de 6 ou 8 enfants, il faut quand même qu'il y ait un bon groupe, avec un adulte au milieu et que cet adulte mangeait comme eux, et bien là pour le coup les enfants étaient beaucoup plus enclins à se mettre à goûter les légumes et à faire comme l'adulte. Le rôle modèle de l'adulte est très important. Manger comme les enfants sont des éponges, donc ils mangent comme vous mangez. Bien sûr. Si vous faites berk, évidemment, vous ne pouvez pas manger. Exactement. Est-ce que vous pensez vraiment que les enfants ont une inclination naturelle à aimer les chips ? C'est hyper bon les chips. Non mais je sais pas, parce que en fait quand vous mettez un paquet de chips, les enfants ils mettent tout de suite la main de ça. Mais est-ce que c'est naturel finalement ? Ce qui est très apprécié dans les chips, en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on goûte un aliment, tous nos sens se mettent en éveil. La vue, bien évidemment, on va commencer à saliver en voyant ça. Et puis, en fait... l'odeur goût, aussi, parfois. L'odeur, évidemment. Le goût est d'ailleurs, en fait, l'odeur en mieux. Est très fortement lié, en fait, au système olfactif. Et puis, le bruit. Le bruit, c'est-à-dire que le bruit que font les chips, la texture sur la langue, et puis évidemment ce truc salé qui nous donne envie en fait d'y retourner. Oui, c'est formidable, mais les textures, c'est un truc qui est très 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 important pour les enfants. Et autant ils vont adorer la texture ultra croquante et croustillante des chips, autant ils ont une aversion pour tout ce qui va être mou. Il y a très très peu d'enfants qui en bas âge aiment l'aubergine, le champignon, alors que vraiment les chips on les adore. Et ceci étant dit, il y a, pour l'anecdote, il y a des scientifiques qui ont fait une étude justement sur quel est le bon niveau sonore que doit produire une chips pour produire le maximum de plaisir en bouche. Alors c'est une expérience qui est complètement inutile, mais en revanche, ce dont on s'aperçoit, et ça on en a tous fait l'expérience, si vous ouvrez votre paquet de chips et que vous croquez, c'est génial et l'expérience est sublime, sauf que si vous l'avez laissé pendant 3 mois dans votre placard un peu ouvert et que vous les croquez et qu'elles sont molles, et ben en fait elles ont exactement le même goût, mais elles sont drôlement moins bonnes dans l'expérience. Oui. Elles seront un peu vantées, vos chips. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle un enfant super testeur ? Et pourquoi, finalement, ça porte mal son nom ? Un enfant super testeur, comme son nom ne l'indique pas, est un enfant qui va avoir
un développement extrêmement fort de l'amertume, c'est-à-dire que quelque chose d'amer, il va le ressentir puissance 1000. Donc il va avoir, alors c'est dû à une petite différence génétique où en fait il va avoir plus de papilles sur la langue que des testeurs normaux et où du coup pour lui c'est une particularité, c'est-à-dire que ça va se poursuivre évidemment tout au long de sa vie. Il va avoir vraiment une sensibilité très forte à l'amertume. Donc ça va être des enfants qui vont avoir beaucoup de mal avec un certain nombre de légumes et puis qui par la suite sont des gens qui n'aimeront pas le café, les olives, le pamplemousse, des choses qui sont très amères. Alors ceci étant dit, pour vérifier... Il y a des tests, on peut le vérifier, mais sinon si on ne sait pas, on comprendra pas pourquoi il n'aime pas en fait. Exactement, il y a des tests, il y a une petite bandelette en fait qu'on met en bouche, qu'on pose sur la langue, donc 80% de la population ne va pas sentir particulièrement l'amertume, voire même rien du tout. Et puis effectivement il y a 20% des gens pour qui ça va être absolument insupportable. 20% c'est beaucoup en fait. Oui, alors après même si encore une fois on peut arriver à éduquer un peu et assouplir un peu les comportements alimentaires. Est-ce que les enfants qui sont allaités par leur mère sont moins difficiles ? Eh bien oui. Oui. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, après, chacun fait comme il veut, comme il peut par rapport à l'allaitement, mais c'est vrai que ça devrait être plus souvent, en tout cas, une donnée qu'on doit donner aux mères, qui vont être concernées ou qui sont concernées. C'est-à-dire qu'en fait, dès que l'enfant est en gestation, à partir du 5e mois, il peut sentir les odeurs et donc commencer à faire ses premières expériences entre guillemets du goût. Si vous mangez beaucoup d'ail, en fait, il le sentira dans le ventre et donc alors c'est pour que l'enfant se prépare à être adapté au milieu naturel dans lequel il va évoluer et puis effectivement les saveurs, le lait maternel va prendre la saveur de ce que la mère mange. Donc effectivement il y a beaucoup plus de diversité pour un enfant qui est allaité que pour un enfant qui prend du lait maternisé. Mais on déconseille tout ce qui est fumé par contre, souvent. Mais on déconseille. Alors, j'ai rien lu de spécifique là-dessus. Parce que les enfants n'aiment pas trop. Bon, bref. De pas manger trop de choses fumées pendant que vous êtes pendant votre grossesse et après pendant que vous allaitez, parce que le lait est impacté par cette saveur. Eh ben, j'imagine qu'il doit être impacté par cette saveur, oui. Mais pour le coup, je ne sais pas si les enfants l'aiment ou pas. Je n'ai rien lu de spécifique à ce sujet, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. On Google. Quel est le secret de fabrication d'un enfant qui mange en étant curieux et qui devienne curieux ? Eh bien, précisément, déjà, il y a toutes ces fenêtres de tir où, en fait, vous ne demandez pas l'avis de l'enfant. Donc, en étant une femme enceinte qui mange une grande diversité alimentaire, en ayant un bébé que vous allaitez, et puis ensuite, effectivement, alors dans les toutes premières années, jusqu'à 2 ans, c'est effectivement le moment où vous devez essayer de diversifier au maximum l'alimentation de votre enfant. Pourquoi ne pas essayer aussi la DME, la diversification menée par l'enfant. Alors ça vient d'où ça, la DME ? En fait, c'est un courant qui se développe beaucoup en ce moment, où en fait on va proposer à l'enfant, on va cuire des aliments à la vapeur jusqu'à ce qu'ils soient vraiment assez mous. On va faire en sorte qu'ils puissent tenir dans la main de l'enfant, donc il faut des morceaux un petit peu gros, mais voilà, qui vont bien s'écraser en bouche pour que lui soit acteur dans la dégustation. C'est-à-dire que le fait... C'est mieux que la purée, en fait. C'est ça le principe, non ? En fait, il faut vraiment s'adapter à son enfant. C'est-à-dire que pour le coup, quand vous avez des enfants qui ont extrêmement faim quand vous les amenez à table, il vaut mieux mêler purée que vous pouvez même donner à la cuillère pour aller rapidement en fait assouvir la faim de l'enfant et puis plutôt sur la fin du repas, le laisser essayer, porter à la bouche, toucher les aliments. C'est très important le toucher pour développer aussi le toucher en bouche. Il y a des liens qui sont très forts de l'un à l'autre. Mais voilà, il faut vraiment s'adapter à l'enfant. Vous avez des enfants qui au contraire vont dire « Oh là là, moi je veux surtout pas la cuillère, laisse-moi me débrouiller tout seul ». Mais c'est compliqué, l'appréhension et la dextérité des tout petits enfants qu'on amène à table, elle est pas si simple. C'est-à-dire que pour le coup, il faut quand même qu'on se mette en perspective. Moi, je dis souvent, un bébé, quand vous le mettez à table les premières fois, c'est un peu comme si vous, en tant qu'adulte, vous mangez un sandwich avec un dentier de boxeur et des moufles. Si vraiment vous mourrez de faim, il y a un moment où ça va beaucoup vous énerver. Donc c'est bien quand même de les accompagner et peut-être un peu de les aider sur ce chemin. Mais voilà, ce qui est chouette, c'est quand les enfants prennent eux-mêmes les aliments et toujours mettre plusieurs sortes d'aliments, 2 ou 3, avec des couleurs bien distinctes, pour que là aussi ils puissent faire des choix, être un peu aussi maître de son assiette et de son appétit.
Qu'est-ce qu'on n'a jamais dit sur l'alimentation des enfants que vous avez appris en écrivant ce livre ? Ce qui m'a beaucoup étonnée, en fait, c'est le lien entre la nourriture et le développement du cerveau. Et les performances cognitives de l'enfant. Ouais. Oui. Pour le coup, c'est assez saisissant, c'est-à-dire qu'on fait par exemple remplir des QCM à des enfants avec les mêmes questions d'un mois sur l'autre. Et lors de la première expérience, on leur fait manger un repas ultra sain. Alors là, ils sont concentrés, ils répondent bien, il y a peu d'erreurs. Et puis un mois plus tard, on leur fait manger de la junk food, des aliments ultra transformés, beaucoup de sucre, et on les met devant la même copie. Et là, en fait, ils ont des erreurs d'inattention, ils sautent des questions, ils répondent beaucoup plus faux. L'impact, il est gigantesque. Donc ça, c'est vraiment une chose que les parents doivent avoir en tête. Et puis, ce que j'ai aussi beaucoup appris et que j'ignorais, c'est à quel point est-ce que nous autres êtres humains nous sommes toute la journée en mode pilotage automatique, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, on sécrète des hormones et des neurotransmetteurs qui font en sorte qu'on fasse les activités adéquates pour le jour et les activités adéquates pour la nuit. Et que donc, par rapport à ça, l'alimentation va venir encore accroître en fait ces neurotransmetteurs et ces hormones et ces enzymes. Donc, par exemple, le matin, on sécrète beaucoup de cortisol et pour attaquer la journée de bonne humeur avec des capacités de concentration, etc., eh bien, il faut absolument qu'on puisse au petit déjeuner ne pas manger trop de glucides, manger des protéines et manger des bons gras pour que notre cerveau fonctionne. C'est le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'on donne aujourd'hui aux enfants un shoot de sucre. C'est totalement le contraire. Donc, bannissez par pitié le jus de fruits, les cornflakes, surtout pas. Ça, c'est une construction intellectuelle, culturelle, vraiment très étrange à laquelle on a abouti. Sucré, hein, ouais. Mais c'est totalement contre-productif. La brioche ou le pain blanc, le Nutella, mais il faut absolument le bannir parce que ça va complètement changer l'humeur de vos enfants le matin et leurs résultats à l'école. Et pour le coup, alors là, il y a pléthore d'études et je regrette qu'elles ne soient pas plus médiatisées parce que ce serait vraiment très important que les parents le sachent. Vraiment pas de sucre le matin. D'accord. Mais alors, quel est le petit déjeuner idéal pour un enfant donc ? Le petit déjeuner idéal. Alors, petit déjeuner, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ? Alors, petit déjeuner, ça veut dire rompre le jeûne de la nuit. Et donc, d'abord, pour rompre le jeûne de la nuit, la première chose, c'est que votre enfant n'a pas bu au cours des 10, 11, 12 dernières heures. Donc, la première chose, c'est hydratation. Parce que les cellules du cerveau ont besoin d'être bien hydratées pour bien fonctionner. Donc, c'est de l'eau. Super. Sinon, c'est de l'eau. De l'eau. Je regarde Fatima Zora qui réalise, c'est de l'eau. Oui. La boisson importante pour les enfants, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est pas le Banga, enfin, je sais pas, le Banga ou l'Oasis. Le Capri Sun, l'horreur de Capri Sun. Pourquoi c'est le pire parce que c'est le pire, quoi. Mais bon. On s'est fait des amis, je sais pas s'ils sont annonceurs. Bon, non, mais les enfants boivent de l'eau le matin. Les enfants boivent de l'eau le matin, oui, absolument. Après, on peut de temps en temps trouver des alternatives. On peut prendre des tisanes, on peut prendre des eaux aromatisées avec des fleurs, avec de l'hibiscus, avec des tas de choses. Mais en fait, qu'on fait soi-même. Mais qu'on fait soi-même. On est d'accord, oui. Ben oui, il faut maîtriser. C'est pas des eaux aromatisées. Ah ben non, parce que celle-ci, vous pouvez toujours regarder l'étiquette. Il n'y a pas une fois où il n'y a pas de sucre. Et du sucre en quantité non raisonnable. C'est-à-dire que le sucre ajouté ne doit pas dépasser 15 grammes chez un enfant par jour. Et à titre d'information, 25 grammes chez un adulte, selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc 15 grammes par jour, en fait, c'est rien. C'est 3 morceaux de sucre. Je dis bien sucre ajouté. Ça ne comprend pas le sucre des fruits. Donc c'est très peu. Donc on revient à notre petit déjeuner avant de bien démarrer. On boit. On mange des protéines qui vont permettre de sécréter de la dopamine, de la noradrénaline. Donc des protéines, ça veut dire que par exemple, on peut manger... qu'est-ce qu'on peut manger ? On peut manger du houmous, on peut manger un œuf à la coque ou au plat, on peut manger du fromage blanc, on peut manger du tofu, on peut manger des protéines, ça va être très important. On peut manger du pain complet, on peut manger de l'avoine. Ça ce sont les protéines qui vont être importants. Et puis il faut qu'on mette là-dessus des lipides, là aussi pour faire en sorte que les cellules du cerveau fonctionnent bien.
Donc Du bon gras. Du bon gras. Alors ça peut être de l'avocat, mais ça peut être du beurre, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être des tas de choses variées. Il faut bien comprendre que le petit déjeuner, il est très important, mais culturellement souvent il est très restreint. Si je vous demande ce que vous mangez au petit déjeuner, on va guère me proposer plus de 10 ingrédients. Non, le petit déjeuner, ça change tous les jours. C'est comme un vrai repas. Et on doit avoir une grande diversité alimentaire au petit déjeuner. Je sais pas, moi, cette semaine, ça peut... Alors après, on peut rester dans des choses qui sont... Si vos enfants aiment les gâteaux, on peut faire des gâteaux ou des cookies à base de farine, d'oléagineux, de farine d'amande. Les graines aussi sont excellentes. Il y a plein d'options possibles. Bien. En tout cas, on l'a compris, le petit déjeuner, c'est pas sucré. C'est pas sucré. La suite est dans votre livre, Audrey Zucchi, s'appelle La fin des haricots chez Marabout. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Et puis passez une très belle journée santé sur Beurre FM.